Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre talk qui s'intéresse au monde de la tech, Technominds. Alors aujourd'hui, sujet passionnant, le sport, la sport tech, la révolution technologique dans le monde du sport. Que vous soyez athlète, amateur ou simple fan, la technologie change la manière dont on joue, on regarde, on vit le sport. Mais qu'en est-il en Belgique, en Wallonie? Est-ce que c'est une terre fertile, un terreau d'innovation sportive? C'est ce que nous allons découvrir ensemble au programme. Eh bien, comment est-ce que les innovations transforment performance, infrastructure, gestion et engagement également des fans? Pour en parler avec nous, je suis ravie d'accueillir 4 experts qui vont nous éclairer sur ces transformations. Petit tour de présentation. Juste en face de moi, Héloïse Deveau, experte chez Sporttech Belgium, le hub qui combine sport et innovation, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc Sporttech Belgium, c'est une initiative, un hub qui a été créé, cofondé par EVS et Lean Square en 2021 et qui a pour but justement, comme tu le disais Mandy, de mettre l'accent sur l'innovation, de permettre aux acteurs de cet écosystème Sporttech de se rencontrer et d'innover ensemble. Alors juste à tes côtés, Arnaud Lieutenant. Bonjour Arnaud, directeur Bonjour. de l'innovation et transformation digitale à la Fédération belge de football, RBFA. Quel est un peu ton rôle à toi? Écoute, comme tu viens de le dire, donc moi je suis en charge de toute la thématique digitale, innovation et transformation, effectivement. Et donc on essaie de voir, effectivement, comme le dit Héloïse, comment est-ce que la technologie peut nous aider, que ce soit sur l'aspect sportif, que ce soit sur l'aspect d'engagement avec nos fans, et aussi sur l'aspect organisationnel, parce que comme on aura l'occasion d'en discuter, le football, c'est beaucoup de monde en Belgique, c'est beaucoup de matchs tous les week-ends. Donc la technologie nous aide énormément à ce niveau-là aussi. J'imagine. Alors à mes côtés, Thomas Farotto, fondateur de Comity, une plateforme de solutions de paiement qui se veut innovante. Explique-nous un peu en 2 mots. On facilite tant les transactions dans les bars et dans les grands rassemblements que la gestion de la trésorerie après événement pour les organisateurs et les administrateurs. Ok, super. Et alors en visio, je ne sais pas si... voilà, Duong Phong, directeur général de Ticket Air, une solution digitale pour le référencement et la distribution de la billetterie des événements sportifs notamment. Bonjour à tous et toutes. Voilà, tu nous expliques un peu en 2 mots Ticket Air, ce que c'est? Oui, bien sûr. Avec Ticketer, nous, notre objectif, c'est de permettre aux clubs, aux organisateurs d'événements de pouvoir remplir davantage leur stade, parce qu'il y a beaucoup de sièges vides, et ça, c'est une perte financière pour eux. D'accord. Alors merci à tous les 4 d'être là aujourd'hui pour ce talk. N'hésitez pas, vous pouvez participer avec nous bien voilà, au débat en posant vos questions, en donnant votre opinion. On est en live sur Facebook, sur YouTube, donc n'hésitez pas, je vais essayer d'être attentive et de regarder un peu s'il y a un commentaire, une question se profile. Ne m'en voulez pas si je ne suis pas au taquet, comme on dit, mais je vais faire de mon mieux. Voilà, alors Héloïse, on va commencer un peu par toi. Est-ce que la Belgique, la Wallonie, est vraiment un terrain favorable pour le monde de la Sporttech? Alors sans hésiter, oui, la Wallonie, et effectivement, comme tu le précises, pas que la Wallonie, mais la Belgique tout entière est un terrain favorable pour le développement de la thématique Sporttech. Je pense qu'un beau marqueur qui le prouve, je vais dire, pour le moment, c'est que nous, avec le hub Sporttech Belgium dont je parlais, qu'on a créé, mais pour le moment, on bénéficie d'un soutien du pouvoir public, du cabinet Geolais et donc du soutien de Digital Wallonia. Juste ça, ça prouve vraiment que c'est un secteur en devenir, que le pouvoir public a envie de soutenir et d'aider à développer, en fait. La WEX aussi a décidé de nous soutenir pour la prochaine édition, et donc on sent vraiment que déjà au niveau du public, il y a une réelle conscience de l'importance de soutenir cette thématique. En dehors de ça, moi, comme je vous le disais, on fait partie des cofondateurs de Sporttech Belgium via Lean Square, qui est un fonds d'investissement dédié à l'innovation qui fait partie du fonds NoChac. Et en fait, chez Lean Square, pourquoi est-ce que ça nous intéresse de développer des écosystèmes comme ça? C'est parce qu'in fine, nous, ce qu'on va aller repérer, c'est des startups innovantes dans lesquelles on pourra investir et qui vont effectivement contribuer au développement de l'écosystème. Et justement, en Belgique, quel secteur peut-être ou quelles innovations émergent le plus?
dans le monde les tendances oui, Sportec. Mais voilà, alors on sort justement de l'organisation du Summit Sportec Belgium qu'on organise aussi en collaboration mais donc avec le fondateur VS et avec la RBFA qui est à côté de moi, avec Arnaud. Et au sortir de ce summit, ce qui ressort, c'est que vraiment les grandes tendances, on est sur l'engagement des fans, améliorer l'expérience du fan, de l'utilisateur. C'est la monétisation des données. Donc on parle des données collectées grâce à la vidéo, grâce aux sportifs, les données biométriques. Mais c'est aussi cette expérience du fan, cette monétisation, en fait, tout converge toujours en fait vers la collecte des données. C'est vraiment la grosse conclusion de cette année, c'est de se dire qu'on a des données, mais comment mieux les utiliser, comment mieux les gérer, mieux les comprendre. Et donc, voilà, là je pense qu'on est vraiment au cœur pas du problème, mais peut-être au cœur du réacteur pour les développements à venir. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être des freins ou alors peut-être des forces aussi spécifiques à la Belgique, à la Wallonie par rapport à ce secteur de la Sportec? Je dirais qu'un frein peut-être, c'est que donc, nous on a vraiment à cœur de mettre en relation les corporates donc, qui sont représentés par les fédérations sportives, les ligues, les sportifs, les clubs et de l'autre côté les startups. Mais en fait, tout le monde a cette volonté d'aller chercher l'innovation des startups pour améliorer le business des différents corporates. Mais la complexité, c'est peut-être parfois d'avoir les moyens, d'avoir le temps dans toutes ces structures. C'est d'avoir une personne dédiée à l'innovation. Ça n'est pas partout que ça se passe comme ça. Et donc voilà, parfois c'est en manque de temps, de moyens. Mais par contre, la volonté de co-créer, elle est bien présente. Justement, la RBFA, quelqu'un dédié à la digitalisation et à l'innovation, le profil est là. La fédération de football, l'une des plus grosses fédérations quand même en Belgique, la plus grosse, voilà. J'avais peur de dire une bêtise. C'est un fait. Vraiment un acteur clé en tout cas. Comment on y déploie justement la digitalisation ? Alors c'est un vaste topic et en fait je pense que ce que Héloïse a expliqué est finalement tout à fait pertinent. La technologie elle doit être là pour nous aider finalement à soit d'un côté améliorer la vie et les performances de nos athlètes, ça va être très vrai pour le top niveau, hein. Surtout qu'en plus ça c'est quelque chose qui est souvent aussi peut-être méconnu du grand public, mais la technologie dans le monde du sport elle va vraiment avoir un impact sur ce qu'on appelle les gains marginaux, hein. C'est-à-dire qu'en fait finalement c'est comment est-ce qu'on peut aller chercher ce petit plus, hein, ces quelques pourcents en plus qui vont nous permettre d'avoir vraiment le maximum de performance au moment donné. Donc là, il y a une grosse thématique sur effectivement comment est-ce qu'on peut mieux utiliser les données. Hein, on a toute une série de sensors aujourd'hui, on devient presque des machines supervisées un petit peu sous plein de dimensions différentes. Et ça, par exemple, ce sont des choses extrêmement concrètes sur lesquelles on travaille et sur lesquelles on essaye d'amener des nouveaux acteurs. Par exemple, justement, chez Sportec Belgium, j'étais super heureux de re-rencontrer une start-up qu'on a rencontrée grâce à un programme d'innovation qui, eux, en fait, développent un petit appareil que vous laissez tomber sur le sol, qui est bourré de capteurs et qui va permettre d'évaluer en fait la qualité du terrain sur lequel les joueurs vont jouer. Donc ça permet de calculer l'humidité, la dureté, la taille de la pelouse, etc. Et ça va permettre justement aux entraîneurs typiquement d'adapter l'équipement que les joueurs vont devoir prendre le jour du match ou pendant les entraînements. Donc ça c'est un exemple très concret d'une start-up belge qui a été soutenue par Sportec Belgium, avec qui on a été mis en commun et avec qui on travaille aujourd'hui de manière quotidienne. Donc ça c'est un aspect, je dirais la performance des joueurs. Les fans, comme le disait Héloïse, au niveau de la data, on peut faire évidemment énormément de choses, hein, des fins de marketing aussi. Comment est-ce qu'on peut être plus attractif pour nos sponsors en utilisant mieux les données de nos utilisateurs. Donc là, il y a effectivement aussi beaucoup de choses. Et puis peut-être aussi, comme tu l'as dit, je vais terminer là-dessus, l'aspect data, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient vraiment pour nous, en fait, un potentiel probablement sous-exploité. J'aurai la chance peut-être d'en parler plus tard, mais on est aujourd'hui en train de faire un grand projet de transformation digitale pour moderniser tous nos outils qui gèrent les clubs, les matchs, les membres, etc. Et une des objectifs qu'on s'est fixés avec ce projet, ça va être aussi de mieux exposer nos données pour des parties tierces. Donc là, l'idée, c'est plutôt de développer ce qu'on appelle un modèle d'open innovation pour finalement dire un peu à des startups, à des gens qui ont peut-être un intérêt dans nos données, en fait, on les met à votre disposition, moyennant évidemment paiement, mais le but n'est pas de faire un business commercial, je dirais, gargantuesque. Le but, c'est plutôt de voir comment est-ce qu'on peut mettre ces données de manière compliant aussi, parce que ça, c'est évidemment le grand enjeu aujourd'hui, mais pour permettre à d'autres startups d'innover grâce à nos données. Donc, et ça, c'est vraiment une de nos priorités stratégiques quand on parle de digital.
Voilà. Et alors, voilà, on parlait un peu de ce capteur au niveau du terrain, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres choses qu'on ne se doute même pas qui existent comme technologie. Là, ici, par exemple, pour aider le joueur, le sportif, est-ce qu'il y a 2-3 technologies comme ça majeures utilisées Alors, ouais, il y en a plein, mais en même temps, il faut un peu démystifier aussi les choses. Finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on utilise avec nos sportifs de haut niveau, que monsieur et madame tout le monde utilisent déjà aujourd'hui, hein, que ce soit sa montre connectée, que ce soit les brasseurs, enfin les ceintures qui mesurent tout ce qui est, rythme cardiaque, etc. Attention avec le micro. Rythmentation, voilà, pardon. Et donc, en fait, il n'y a pas vraiment, je dirais, de choses totalement, révolutionnaires. Par exemple, peut-être quelque chose que les gens savent peut-être pas, c'est par exemple comment est-ce qu'on détermine la position des joueurs pendant un match, hein. En fait, il y a effectivement là, par exemple, typiquement 2 techniques qui peuvent être utilisées, soit un capteur GPS, mais ça, il faut savoir que les joueurs professionnels, ils n'aiment pas trop porter, parce que c'est une espèce de brassard, et les joueurs de haut niveau, ils n'aiment pas en fait porter ça. Textile connecté, ouais, c'est ça connecté, qui permet alors à ce moment-là, effectivement, d'avoir de capturer très précisément la position des joueurs. Ça nous permet de dériver toute une série de statistiques, hein, combien de kilomètres un joueur a parcouru, le nombre d'accélérations, etc. Mais en fait, pour parer à ce problème-là, aujourd'hui, là, par exemple, il y a des choses sur lesquelles des startups aussi Wallon travaillent. En fait, on peut aujourd'hui dériver de manière analytique, en utilisant l'intelligence artificielle, la position des joueurs, rien qu'en regardant le flux vidéo qui passe de la télé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du computer vision. Et ça, c'est par exemple quelque chose où là, il y a un business case très intéressant, parce qu'on peut, en fait, de manière tout à fait, je dirais, fluide, produire exactement les mêmes statistiques sans devoir amener la contrainte de porter un équipement ou un device spécifique pour les joueurs. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qui est en train d'exploser aujourd'hui et sur lequel pas mal de startups wallonnes travaillent, notamment à l'Université de Liège, où il y a pas mal de chercheurs aussi qui font du très bon boulot là-dessus. Si je peux me permettre aussi. Moi qui fais partie de l'écosystème des startups, justement, j'ai eu l'occasion de travailler de passer à travers le BEP de Namur, Startis TBC, plus récemment Sportec Belgium. Et le sport, c'est vraiment un thème très présent dans le monde des startups. Vraiment, beaucoup de startups travaillent sur le sport en ce moment. Et donc, c'est vraiment en train de très fort innover. C'est vraiment un milieu dans lequel il y a beaucoup on sent qu'il y a... Vraiment un engouement au sein des startups vis-à-vis du sport. Alors, je vais juste demander à la régie, si vous voulez bien, c'est de nous mettre dans l'écran du on, comme ça on peut plus facilement interagir avec lui. Voilà, super, merci. On a mis quelques magnétos et entre-temps, ils ont oublié de nous remettre la visio avec du vent, comme ça c'est plus simple. Est-ce que tu veux peut-être interagir, toi, sur ce qui a été dit jusqu'à présent ? Non, mais je confirme tous les dires. Le sport est un vrai vecteur d'innovation. Et le gros avantage de la Belgique, c'est que c'est un pays sportif aussi. Donc du coup, si on combine les 2 forces, je pense qu'on peut arriver à générer pas mal d'innovations et trouver des solutions à pas mal de problématiques actuelles. Ok. Parlons un peu de Comity, Thomas. C'est donc, on l'a dit, une plateforme qui aide les clubs, les associations sportives à se digitaliser. Mais concrètement, quelles sont peut-être les principales difficultés que rencontrent les clubs quand ils essayent de se digitaliser, peut-être les freins, parce qu'on on a parlé de gros clubs, mais il y en a des plus petits qui ont besoin aussi de pouvoir évoluer, de prendre le tournant digital. Comment ça se passe ? Alors, on a toujours un frein à l'innovation, hein, que ce soit dans les petits comme dans les grands. De changer la manière de travailler, c'est toujours un peu compliqué. Mais in fine, on a tous envie d'aller plus vite, on a tous envie que notre travail soit plus facile, parce que dans le sport, c'est souvent des bénévoles. Donc on n'a pas toujours envie de passer des nuits et des semaines à travailler sur la trésorerie, etc. Il y a le problème aussi de manque de main-d'œuvre. Aujourd'hui, les bénévoles, il y en a de moins en moins, que ce soit dans les grands stades comme dans les petits. Donc il faut trouver des solutions pour toujours accueillir de plus en plus de monde, parce que par contre, l'influence, elle augmente, tout en gardant le même nombre de personnel. Donc c'est là que Comity se positionne, c'est de pouvoir proposer des solutions pour le paiement, pour la gestion des accès, de l'affluence de foule, etc., sur événements sportifs ou non, afin de permettre de gérer plus facilement avec une équipe restreinte. Et justement, tous les clubs sont prêts à faire ce tournant du digital, ou on sent qu'il y a encore des freins ? En fait, ils n'ont plus trop le choix aujourd'hui, parce qu'il y a un tournant vis-à-vis des consommateurs. Donc le fan, le supporter qui va voir son match, il n'a plus les mêmes habitudes de consommation qu'avant. Et ça se ressent très fort sur le chiffre d'affaires des stades en ce moment. Et donc, aujourd'hui, ils n'ont plus le choix. Ils doivent changer, ils doivent passer à une solution qui est plus adaptée aux besoins d'aujourd'hui. Ça fait partie de la satisfaction du client, du supporter, quand on le reçoit dans un club. Complètement. Et ce qui est par contre un challenge, je pense, pour tous les clubs
on va dire professionnels, ou en tout cas les clubs qui ont une audience relativement grande, c'est aussi d'avoir je dirais la mainmise sur toute l'infrastructure qui va permettre effectivement de rendre l'expérience plus intéressante. Ouais. Parce que quand on parle de digital, ça va être finalement quoi? Ça va être des applications, ça va être des données, ça va être finalement des systèmes qui vont se parler entre eux pour justement permettre d'avoir une expérience plus fluide. Mais là, on est parfois aussi dépendant de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Prendre un bête exemple, les télécommunications, c'est primordial en fait si vous voulez digitaliser un stade. Parce que quand vous avez dans un même endroit 30, 40, 50 000 personnes qui arrivent en même temps, si les relais téléco ne sont pas suffisants, votre 5G ne va pas passer. Et donc là, on peut amener de l'innovation, ça ne fonctionnera pas forcément. Donc ça, c'est des choses aussi sur lesquelles, quand on pense innovation digitale, en tout cas pour le sport, quand il y a des grands rassemblements, il faut évidemment penser à l'événement dans sa globalité. Et il y a effectivement, parfois des choses comme ça qui peuvent être un frein, malheureusement. Voilà, technologie pour technologie. Voilà, il faut pouvoir aussi réfléchir à tout ce qu'il y a autour. Exactement. De ton côté, Duong, Ticket Air est davantage une solution de billetterie en ligne, c'est ça? On peut dire ça comme ça? On est plutôt une plateforme qui va distribuer les offres de billetterie pour justement tous les revendeurs, qu'on soit un club qui vend directement ou qu'on soit un partenaire de commercialisation qui voudrait accéder à des stocks de billets et les vendre de son côté à son audience. Avec un suivi en temps réel, c'est ça? Oui, un office de tourisme a proposé des offres de sport aujourd'hui à tout le public qui passe dans son office. Et aujourd'hui, on constate qu'il n'y a quasiment pas d'offres sportives parce que tout simplement, elles n'ont pas accès à l'offre existante. Donc voilà. Nous, on vient répondre à ce besoin. Alors tu disais la Belgique, pays très, très sportif. Pour le moment, vous êtes un peu plus développé sur la France, mais le marché belge n'attend que vous, enfin toi et ton équipe. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a la particularité d'être une entreprise, une start-up qui a été créée par des cofondateurs qui sont à la fois en France et en Belgique. Donc on a commencé par le marché français, parce qu'on a eu de la demande dès le début. Et là, sur la partie sport, c'est surtout le marché belge qui nous sollicite parce que on va dire que travailler avec des clubs qui sont en Belgique, c'est peut-être plus simple que travailler avec des clubs en France. Les tailles, les enjeux sont peut-être légèrement moindres et du coup, on se permet aussi d'expérimenter plus facilement ou on est ouvert aux solutions, en tout cas nouvelles qui arrivent sur le marché. D'accord. Si je peux rebondir, c'est peut-être là qu'est tout l'intérêt justement. Alors je ne veux pas parler que de Sportech Belgium parce qu'il y a d'autres, il y a aussi un cluster Sportech qui existe. Enfin, il y a différentes initiatives, mais c'est peut-être là l'intérêt. Nous, c'est vraiment d'essayer de mettre en contact ces personnes. Enfin voilà, ici Duong et Thomas, par exemple, ils ont eu l'occasion lors du summit et même pendant la période d'accompagnement d'être en contact avec les corporates, avec vraiment l'industrie du sport qui a des besoins, quoi. Et donc c'est un petit peu une manière d'ouvrir des portes et d'avoir ces premiers contacts qui peuvent déboucher sur une collaboration potentielle, quoi. C'est tout à fait le cas, Thomas, d'ailleurs. Je pense à la RAL La Louvière ou encore au Superbiker de Mété, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, oui. Oui, c'est deux beaux événements qu'on va avoir ici cette année. Le Sportech Belgium, après, ça donne aussi un petit badge sur le pitch, sur l'entreprise qui dit, on a quand même reconnu que Committee avait quelque chose à voir avec le sport, et donc ça aide aussi à approcher d'autres organismes. Voilà. Et donc, du coup, de manière peut-être plus générale, on a parlé de cette technologie, de ce qu'elle apporte, mais parfois, est-ce que la technologie ne vient pas un peu déshumaniser parfois aussi un peu le sport? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque? Je ne sais pas, un peu votre avis sur la question? Moi, je dirais justement, je vais peut-être prendre un contre-pied, mais je dirais pas trop en fait pour moi, parce que je pense que s'il y a bien un endroit sur lequel la tech a vraiment je pense quand même un impact vraiment vertueux, c'est bien sur le domaine du sport, parce qu'en fait, ça va nous permettre finalement de faire tout je dirais un petit peu mieux, parce que je veux dire au départ, quand tu joues un sport, ça va quand même pour faire pour avoir faire un effort physique, de jouer un jeu, et donc ce qu'on va faire nous autour, c'est finalement t'aider à mieux préparer ce jeu, à moins te blesser par exemple, à être plus prêt physiquement. Ce
qui va permettre d'avoir un spectacle finalement plus agréable pour tout le monde. Ça va nous permettre d'engager mieux avec les fans et donc de rendre leur expérience effectivement plus fluide, plus simple, hein, entre le moment où tu vas acheter ton ticket, l'achat peut-être de ton ticket de transport en commun pour venir au stade, quand tu seras dans le stade pour acheter des boissons plus facilement, ce qui va t'intéresser dans le stade. Donc finalement, quelque part, là, on va vraiment, je pense, apporter un plus. Et puis aussi pour l'aspect organisationnel, et là je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport aussi à un petit peu l'aspect du sport amateur, parce que là effectivement on peut parler du sport professionnel, mais le sport amateur, c'est ça qui fait vivre le sport en Belgique, comme on disait, hein, c'est qu'on a, voilà, le football c'est 500 000 membres en Belgique, hein, on ne se rend pas compte, mais c'est 10 fois plus grand par exemple que la fédération de hockey, pour donner un ordre de grandeur, hein. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de gens, et ces gens ils sont surtout aussi dans les clubs. Et dans les clubs, comme tu le disais très bien, qu'est-ce qui fait vivre les clubs? Ce sont évidemment ce tissu de gens passionnés, amateurs, hein, qui vont effectivement faire le secrétariat, qui vont faire le remplissage des feuilles de match, qui vont faire le suivi disciplinaire. Ouais, mais la trésorerie et toutes ces choses-là, en fait, on ne se rend pas bien compte, mais ça prend aujourd'hui énormément de temps aux gens. Et par exemple, justement, une des choses sur lesquelles on travaille très concrètement aujourd'hui à la Fédération, dans le cadre d'un projet de transformation digitale qui s'appelle le projet Phoenix, ça va être de justement transformer les outils qui gèrent tous les clubs, les compétitions, les membres, pour faciliter, entre autres, la vie de tous ces volontaires. Et je peux prendre un exemple hyper concret. Imaginons aujourd'hui, demain, tes enfants veulent commencer, tu as une fille qui a envie de commencer à jouer au football, c'est pas possible de, par exemple, l'inscrire dans un club de manière totalement digitale. Voilà, ça c'est des choses très concrètes sur lesquelles on voudrait je veux dire, permettre de faire, tu vois, de pouvoir t'inscrire, de pouvoir te transférer. Donc on est en train de digitaliser toute une série de services qui sont encore aujourd'hui très manuels, et un peu à la façon des banques, hein, qui ont entre guillemets un petit peu digitalisé les choses. On est en train de faire la même chose. Et donc pour clôturer là-dessus, je dirais voilà, pour moi la tech elle est plutôt vraiment vertueuse, et je trouve en tout cas a priori très positive. En tout cas ce qui me concerne moi d'un point de vue fédération. Et en même temps, d'un point de vue maman d'une petite fille qui a commencé le foot l'an dernier, justement, j'étais quand même contente d'avoir ce contact avec le coach, d'aller voir. Donc, mais je sais que toi aussi, tu veux garder l'humain doit rester évidemment, de toute façon. Mais c'est vrai que si on pouvait faciliter les choses et éviter 60 groupes WhatsApp, ça nous... Il y a ça, et puis en fait, il y a surtout un autre problème, qui est plutôt le problème, comme tu disais aussi, un peu démographique, c'est que les attentes des jeunes aujourd'hui changent. Est-ce que demain, on aura encore tous ces volontaires dans les clubs qui vont permettre de faire fonctionner ça? Tout à fait. Si on regarde un petit peu qui sont ces volontaires, sans être, je dirais, c'est un fait, ce sont plutôt des gens qui sont pensionnés, donc qui ont peut-être un peu plus de temps, donc qui peuvent aussi consacrer souvent pas mal de temps là-dedans. Voilà. Et là, je trouve que c'est un exemple qui est toujours... que j'aime beaucoup citer, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, d'automatisation, ça fait toujours peur. Ça va prendre les jobs de certaines personnes et autres. Je pense que dans le domaine du volontariat, c'est une opportunité extraordinaire. Au vu de la situation actuelle. Au vu de la situation actuelle, comment est-ce qu'on peut soulager des gens sur des tâches parfois qui sont très simples et qui sont s'épuisent finalement. Voilà, exactement. Oui, et c'est vrai que je voulais... On en parlait justement avant l'émission, on n'est pas pour la technologie dans tout, mais c'est vrai que pour répondre à ta question, dans le secteur du sport, c'est primordial. Et c'est ce qu'on voit maintenant. À la limite, je pense maintenant que ceux qui ne vont pas monter dans le train maintenant, sans jeu de mots, vont un peu rester sur le banc de touche, en fait, puisqu'on va pas pouvoir... ce n'est pas que du sport, c'est un développement économique, c'est tout un business aussi. Donc, on doit tendre vers le développement technologique de ce sport et être en phase avec tout ce qui se passe autour de nous. Donc, on ne peut pas aller contre les avancées. L'affluence sur les événements sportifs est vraiment en croissance forte, et donc il faut pouvoir répondre, il faut pouvoir aider l'humain à continuer à tenir ce genre d'événements et ce genre de club. On le sent aussi, ça, au niveau de Ticket Air? Oui, parce que nous, les premières préoccupations, on va dire, des équipes qui s'occupent de la billetterie, c'est souvent, j'ai une casquette multitâche. Donc, je dois m'occuper d'accueillir des gens. Parfois, je m'occupe du guichet. Je dois réceptionner les billets, les distribuer lorsqu'on fait encore de la vente physique. Donc, en fait, on se retrouve un peu submergé. On doit être présent les jours de match, les week-ends. On se repose le lundi, mais finalement, en fait, on se retrouve avec de plus en plus de charges. Et en plus, les contraintes financières font qu'il faut être de plus en plus performant. Et même s'il faut, alors si je puis dire, déshumaniser, parce qu'on utilise la technologie, au final, elle est là pour replacer les humains au centre du débat et retirer tout ce qui est à faible valeur ajoutée, parce qu'aujourd'hui, le digital, c'est d'abord un peu éliminer tout ce qui, on va dire, tout ce qui faisait perdre du temps. Et au contraire, avec le temps qu'on gagne, c'est passer plus de temps sur des choses qui sont valorisantes pour soi ou pour ce qu'on veut proposer
aux fans qui viennent dans les stades. C'est ça le plus important pour moi. Ouais, donc on l'entend, il y a vraiment des innovations impactantes qui ont vraiment une utilité. Est-ce qu'il y a quand même des innovations qui sont là un peu plus, qui relèvent un peu plus du gadget marketing, parfois aussi dans le monde du sport? Il y en a parfois qui... Voilà, nous, pour accueillir énormément de startups dans le programme, on voit que c'est clair, il y en a qui peuvent paraître intéressantes, mais qui passent moins, qui aboutissent moins. Moi, par exemple, il y en a une qui faisait partie du programme qui s'appelle Frame Us et qui m'a semblé au départ être plutôt gadget, puisque c'est plutôt une application qui permet de faire des selfies avec des célébrités, mais qui ne sont pas là physiquement. Et donc, moi, au départ, au départ, je me dis, oh ben non, là... Enfin, moi, personnellement, ça, je ne ferai jamais un truc comme ça. Et en fait, si, il y a une demande, il y a un marché, donc ça peut paraître gadget, mais finalement, c'est peut-être ça, en fait, c'est qu'il y aura quand même un public. Il y aura, dans ce cas-là, un public, en tout cas. Maintenant, il y en a aussi, probablement, qui ne vont pas aboutir. Est-ce qu'on a testé des outils qui finalement se révélaient être plus l'ordre du gadget? Alors, je ne vais pas dire que c'est gadget, mais par exemple, il y a des technologies ou des domaines qui semblaient très prometteurs et qui ont un petit peu du mal à décoller. Par exemple, typiquement, tout ce qui touche la crypto, donc tout ce qui va toucher, on va dire, les tokens NFT et autres. Parce que là, il y a effectivement un grand offering dans le monde du sport pour, je dirais, te permettre d'acheter des NFT qui, entre guillemets, par exemple, typiquement, un billet virtuel. Donc, tu as été voir le match des Diables Rouges et, pardon, tu reçois en fait le billet digital que tu peux garder après. Par exemple, ça c'est un exemple. Ou alors, tu achètes un ticket digital et en plus de ton ticket, ce token va te donner par exemple d'autres avantages. Tu vas pouvoir aller dans un espace dédié dans le stade. Tu vas peut-être pouvoir rencontrer une partie du staff ou des joueurs. Bon, ce genre de choses-là. Ce qu'on constate, c'est que voilà, ça reste toujours très prometteur, typiquement ce genre de choses, mais ça a du mal à vraiment décoller. Parce qu'il y a aussi toujours un peu le côté un petit peu, je dirais, pas sceptique, mais voilà, est-ce que tout ça est bien compliant? Est-ce que effectivement les droits des joueurs, puisque nous on joue aussi évidemment avec les Diables Rouges qui ont une image de marque forte, est-ce qu'on a toujours le contrôle là-dessus si on commence à engager trop avec ces sociétés-là? Donc là, par exemple, voilà, ça c'est un exemple typique où on est toujours très intéressé d'investiguer ce genre de solutions, mais concrètement, on a du mal à les faire atterrir. Un des gros sujets, une des grosses problématiques de la technologie, c'est l'obsolescence. Ce qui est innovant aujourd'hui, dans 5 ans, ne le sera très probablement plus. Donc il faut toujours innover, toujours se renouveler, parce que on va reprendre l'exemple des cartes de membres dans les stades où on avait sa carte, on la rechargeait, on allait payer, etc. Aujourd'hui, déjà avoir son portefeuille sur toi quand on va sur événement, c'est déjà rare. Et donc, il y a 5 ans, il y a 6 ans, ça paraissait innovant, c'était merveilleux, on avait toute la data. Aujourd'hui, tout le monde paye avec sa montre connectée, avec son téléphone. Et donc, il faut déjà innover. C'est déjà obsolète aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on paye sans contact directement au bar, mais dans 5 ans, est-ce que ça ne sera pas avec un selfie où son visage sera reconnu, la reconnaissance faciale pour payer? C'est des questions aujourd'hui qu'on se pose. Et donc, on doit toujours être prêt tous les 5 ans à se renouveler entièrement. Ça doit être très dur, que ce soit du côté start-up, de se dire il ne faut pas que je sois démodé dans 2-3 ans, alors que ça prend déjà du temps à développer. Donc on a peur, j'imagine, que quand on lance son produit, qu'au final, quand il aboutira vraiment, qu'il ne soit déjà peut-être plus, je vais dire comme ça, à la mode ou tendance. Et de l'autre côté, c'est aussi voilà, dans les clubs ou ici à la fédération, c'est se dire c'est tout le temps être à la recherche de ce qui va pouvoir permettre d'améliorer les choses, quoi. Ça, c'est mon quotidien, comment je gère cette dualité entre, d'un côté, comme tu dis, comment est-ce qu'on peut taper dans le potentiel d'innovation pour justement rester à la page et rester up-to-date, et en même temps, comment est-ce que je peux avoir une base suffisamment stable et solide qui me permet quand même de durer pendant un certain temps. Juste pour donner un exemple, là, on est en train donc justement de faire un gros projet de transformation, de modernisation de notre plateforme. Elle était utilisée depuis à peu près 20 ans. Pour donner un ordre de grandeur. Et la plateforme qu'on va mettre en place maintenant, elle doit gérer tellement de transactions, c'est un peu comme un système bancaire, on ne peut pas se permettre de la changer tous les 5 ans. Donc là, en fait, ça, c'est un petit peu notre grand défi, c'est comment est-ce qu'on construit aujourd'hui des plateformes qui sont suffisamment, je dirais, modernes que pour être, je dirais, scalable et évolutives, pour justement nous permettre de continuer à bénéficier de l'innovation qui va arriver et qui va continuer à arriver à un rythme toujours plus effréné. Tu vois que je te vois acquiescer. Oui, parce que je pense que le problème de pas mal d'entrepreneurs innovants, c'est de surfer sur la vague, si je puis dire, et de prendre la technologie actuelle
et de l'appliquer. Mais en fait, il faut d'abord réfléchir au cas d'utilisation. À quoi ça sert la technologie? Si elle répond à un besoin, même si elle peut paraître démodée dans 5 ans, je pense qu'elle continuera à être utilisée parce que la technologie arrive très vite dans la société civile, mais on voit un petit gap, un petit différentiel de quelques années avec on va dire les sociétés, le monde pro. Donc dans le sport, on essaie d'aller vite. C'est vrai qu'on aimerait tous avoir un chat GPT pour exploiter ces données dans le sport, mais c'est compliqué parce qu'on a des contraintes métiers et des contraintes réglementaires qui font qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc du coup, je dirais que justement l'opportunité avec les startups, c'est de pouvoir allier la technologie et les contraintes métiers du client en face, de l'utilisateur. Et si on arrive à faire ça, bah, on peut durer très longtemps. Alors, on a parlé de ces nouvelles technologies pour voilà, optimiser le jeu, optimiser l'expérience, optimiser l'organisation. Mais tout ça, c'est des données, des collectes de données. Il y a la question aussi de cette collecte et de la vie privée des athlètes, des supporters, des fans. Comment on gère un peu tout ça, que ce soit d'un point de vue start-up ou voilà, le côté un peu plus fédération ici je ne sais pas qui... Je laisse la question ouverte. Moi, je peux juste toucher un mot parce que c'était le sujet d'une conversation que j'ai eue hier après-midi, donc tu vois, c'est très frais. Parce que par exemple, on réfléchit beaucoup à l'opportunité aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de demandes des clubs, aussi à des fins de scouting, vous allez comprendre pourquoi, d'essayer de beaucoup plus diffuser en fait, des matchs de football amateur. Donc, parce que la plupart des clubs se sont déjà aujourd'hui équipés de vidéos, de caméras intelligentes qu'elles utilisent pour leurs propres, besoins, pour analyser leurs matchs et pour éventuellement faire un peu de broadcasting sur leur site web à eux. Mais on se rend compte que là, il y a peut-être un intérêt aussi, nous, il y a un rôle en tant que fédé d'aider les clubs à mettre sur place une plateforme qui leur permettrait de diffuser leur contenu. Donc génial, parce qu'en plus, ça nous permettrait, nous, en tant que fédération, à nos coachs nationaux, de pouvoir aussi éventuellement détecter aussi les pépites plus facilement, parce que ça, l'AI te permet aussi aujourd'hui de faire un peu du screening comme ça automatisé sur des heures et des heures de vidéo beaucoup plus on va chercher plus facilement le talent. Exactement. Mais donc il y a un vrai enjeu, tu vois, il y a un enjeu pour, on va dire, permettre aussi peut-être à des amis, la famille, de voir le match du dimanche depuis son canapé. Donc il y a un enjeu de ce côté-là. Il y a un enjeu au niveau sportif de pouvoir mieux détecter les talents. Par contre, et tu le dis très bien, il y a un autre enjeu sur lequel là on est en train un petit peu de, pas se casser les dents, mais on doit réfléchir. Comment est-ce qu'on gère effectivement le consentement de tous ces gens d'être filmés? Parce qu'il y a d'une part les joueurs, mais il y a aussi tous les gens qui sont autour du stade. Comment est-ce qu'on peut arriver à capturer ça et à le faire d'une manière, qui soit OK d'un point de vue régulatoire? Ça, c'est des grands enjeux. Alors, il y a des solutions qui existent, heureusement, donc on peut gérer ça. Mais c'est vrai que c'est une thématique qui reste aujourd'hui quand même compliquée. J'imagine qu'au niveau du hub aussi, c'est une thématique qui est importante. En tout cas, qui est parfois réfléchie par certaines startups et qui est vraiment... au cœur des discussions, puisque, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la collecte des données, comment mieux les utiliser. Maintenant, évidemment, c'est plus facile de gérer ça grâce à un formulaire bien consenti. Et ce qui est génial, par contre, et ça, c'est vrai qu'il y a déjà des startups qui existent, même des sociétés établies, qui te permettent, par exemple, de flouter, tu vois, un visage sur un flux vidéo du début jusqu'à la fin. Donc voilà. Mais après, il faut voir comment est-ce que tu arrives à traiter la demande, comment est-ce que tu arrives. Voilà, tu vois, donc c'est pas tellement là l'enjeu d'un point de vue technologique, c'est plutôt d'un point de vue organisationnel et process. Voilà. On parle de données là peut-être plutôt visuelles, mais il y a tout ce qui est donné aussi, je pense au niveau billetterie, tout ce qui est donné à caractère privé également. Quand on parle des athlètes, toutes les données sportives, même si ça fait partie d'eux, ça reste quand même des données un peu sensibles, je veux dire ça comme ça. Au niveau de Ticketer, on gère comment toutes ces données ? Alors il y a pas mal de données côté ticketing, puisque lorsqu'une personne achète des billets, on va savoir toutes les informations nominatives de l'acheteur, mais également le moyen de paiement, la date, l'horaire d'achat. On va voir les informations liées à son téléphone. Donc en fait, il y a pas mal d'informations qui sont cachées. On va dire jusqu'à présent, beaucoup de sociétés prenaient l'ensemble des informations, les collectaient et ensuite les traitaient plus tard. Nous, on a plutôt pris le parti de ne prendre que ce qui est utile pour le cas d'usage et de séparer tout le reste ou de l'anonymiser pour permettre justement on va dire un fonctionnement plus éthique et transparent de l'utilisation de la data. On s'en rend pas compte, mais quand il y a un stade qui est rempli de 40 000 personnes, on va avoir des données sur potentiellement 40 000 personnes. Et ça, c'est par match, et on multiplie par le nombre de matchs dans l'année. Donc on peut savoir vraiment le comportement de chaque fan qui viendrait régulièrement dans un stade, ce qu'il achète,
quelle place de parking il a pris, qu'est-ce qu'il mange littéralement, et ça peut être un peu, on va dire, invasif si on ne fait pas attention dans ce qu'on fait. J'imagine que voilà, c'est beaucoup de données aussi de ton côté, avec toutes ces données qui sont digitalisées, mais j'imagine c'est une aide pour les clubs aussi de connaître un petit peu mieux le persona de leurs clients, de leurs supporters. Il y a une volonté de leur part de vouloir conserver ces données parce qu'ils veulent pouvoir prédire et optimiser leur processus. D'un autre côté, il y a le besoin du visiteur d'être anonyme. Donc c'est vraiment un enjeu de est-ce qu'on garde la data ou est-ce qu'on l'anonymise, parce que le RGPD nous impose de ne pas trop garder de data à ce niveau-là, mais d'un autre côté, l'utilisateur, l'organisateur, évidemment, a besoin de ces datas pour pouvoir mieux se préparer à l'avenir. Tout à fait. Donc, il faut trouver un équilibre. C'est pas toujours évident, quoi. Ouais. Après, moi, pour rebondir sur ce qu'on parlait sur le ticketing, nous, évidemment, c'est un enjeu très important d'être capable de remplir nos stades, puisque, par exemple, nos équipes nationales Diable Rouge vont jouer à peu près 5-6 fois par an en Belgique. Donc, pour nous, il y a un enjeu commercial très important de faire stade plein. Pour le show, déjà aussi pour l'ambiance, mais aussi d'un point de vue économique. Donc là, effectivement, grâce à cette information qu'on collecte, ça nous permet effectivement de faire à ce moment-là du profiling d'un petit peu de certains types de supporters pour, par exemple, leur proposer des offres de tickets combinés, des offres adaptées, pour toujours dans une logique de dire comment est-ce qu'on peut attirer plus de clients et plus de supporters pendant les matchs, tout en garantissant depuis le début la réglementation GDPR et en permettant à tout un chacun de pouvoir récupérer toutes ces données. Donc là, on a investi énormément au niveau de la Fédé, parce que nous, on gère, je pense qu'on a à peu près plus de 1 200 000 comptes à travers toutes nos plateformes digitales. Et donc, on a évidemment tout à fait, tout à fait aligné avec ces réglementations-là. Et donc, si un utilisateur nous fait la demande de récupérer toutes ces données, on est tout à fait évidemment apte à pouvoir le restituer et à pouvoir garantir que, voilà. Donc, honnêtement, ce sont des processus qui sont aujourd'hui, je pense, quand même relativement bien maîtrisés, que ce soit sur les plateformes de ticketing ou autres. Et ça, c'est, je pense, par contre, une bonne chose que la réglementation GDPR a apporté. Les boîtes sont sérieuses par rapport à ça. On comprend l'enjeu et on a une responsabilité par rapport à ces données, ça c'est sûr. Et qui sont présentes dans toutes les entreprises. Oui, c'est ça. Aussi, maintenant, c'est vrai qu'on est beaucoup plus au fait. C'est pas spécifique, je pense. Non, au sport, du tout. Par contre, on parlait de cette innovation et on n'a pas parlé de cette thématique, mais que je trouve c'est une dimension assez importante aussi. C'est l'inclusion que permet aussi la les innovations de manière générale dans le monde du sport, que ce soit pour les sportifs, les athlètes, ou l'accès peut-être au stade, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres innovations, peut-être au niveau de Sportstech Belgium? Est-ce que tu as des startups ou des projets où l'inclusion est... Mais ici, dernièrement, dans la dernière cohorte, je veux dire, de start-up, ça n'a pas été une thématique qui a été mise en avant. On n'est pas dans l'inclusion, mais par contre, aller toucher des plus petits clubs, on avait par exemple une start-up qui développait des programmes alimentaires pour, non pas les joueurs professionnels qui, eux, ont tout ce qu'il faut, évidemment, mais pour les joueurs... qui font partie de plus petits clubs, qui sont semi-professionnels, qui se disent moi pour être en forme c'est pas compliqué, je vais manger un gros steak et des œufs et puis voilà j'aurai tout ce qu'il me faut en matière de protéines pour faire un bon match. Et en fait non, donc cette start-up a développé des programmes sur mesure avec un budget raisonnable pour des gens qui en ont besoin mais qui n'ont peut-être pas la possibilité. L'équipe donc, derrière qui coordonne tout ça. Donc là on n'est pas dans une question d'inclusivité au niveau du genre ou de l'accès, comme tu le citais, des personnes à mobilité réduite, etc. Oui. Mais voilà, c'était quand même aller toucher d'une certaine manière un public un petit peu moins concerné ou un petit peu voilà. Vous avez peut-être des solutions qui doivent... Je peux toucher un mot là-dessus, parce que forcément, nous, en tant que fédération, on a un rôle sociétal très important par rapport à tout ce qui touche, effectivement, la diversité, l'inclusivité de tout le monde. Et donc là-dessus, c'est une bonne question, parce qu'on essaie vraiment de réfléchir aussi, de voir comment est-ce que la tech peut aider à supporter nos programmes d'inclusion et de diversité. Et en fait, on le fait déjà, et je peux donner 2-3 exemples très concrets.
Par exemple, on a une initiative au sein de la Fédé de foot qui s'appelle Because We Care, qui est notre programme en fait justement d'inclusivité. Et par exemple, typiquement, on a développé une plateforme sur nos sites web où, par exemple, tout acte de discrimination ou de situation potentiellement problématique peut être rapporté. Et ce qui nous permet à ce moment-là, on a mis en place tout un processus qui nous permet effectivement de faire de l'éducation, de pouvoir effectivement traiter ça. Et par exemple, vous seriez, ça c'est un petit peu le côté un petit peu, je dirais, plus dark side, on va dire, du monde du sport, mais malheureusement, ces actes sont encore beaucoup trop présents. Si je vous montrais un petit peu le type de commentaires qui sont faits malheureusement sur le bord des terrains de football par week-end, c'est beaucoup trop et c'est malheureusement très dommage. Et donc, ce qu'on essaie de faire avec ça, c'est justement d'essayer d'analyser aussi toutes ces données-là. Donc, on a par exemple des outils qui sont mis en place, notamment par la FIFA, qui nous permettent de faire du screening de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux par rapport à tous nos matchs qui se passent, ce qui nous permet à ce moment-là de mieux comprendre aussi un petit peu, quel est notre public et qu'est-ce qui est en train de se passer, parce qu'il y aura toujours évidemment une volonté de faire de l'éducation derrière, d'être sur le terrain. Cet aspect sécuritaire aussi, finalement. Exactement. Donc là, par exemple, ça c'est un exemple très concret où comment la technologie est utilisée. Et peut-être un deuxième aspect, et on en parlait tout à l'heure, c'est par exemple typiquement, comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie pour embarquer encore plus de jeunes, qu'ils soient garçons, filles, issus de l'immigration ou peu importe, pour leur permettre d'aller dans des clubs, de prendre une licence. Et donc là, je pense que tout ce qu'on peut faire, comme tu disais très bien, pour encore mieux connecter avec les jeunes qui aujourd'hui vont pas prendre leur numéro, un téléphone pour appeler un club, tiens, est-ce qu'il y a encore une place dans une équipe des U12 ? Si par contre demain, en allant sur le site de la Fédé, ils peuvent directement voir que dans le club du coin, en U16, on cherche des joueurs, ça va peut-être les inciter à faire du football. Donc ça, c'est très important pour nous aussi. Et si ça pouvait être utilisé par les... C'est vrai, alors le foot est vraiment un sport super populaire où tout le monde se sent avoir potentiellement sa place. Si ça pouvait être utilisé aussi, c'est vrai, par les clubs ou les fédérations de sport qui sont peut-être un peu moins connus. Ça pourrait vraiment être très utile, quoi. Permettre aux jeunes, le foot en général tout le monde le connaît, on ne connaît peut-être pas, on connaît peut-être moins le hockey, effectivement. Oui, c'est ça, on s'est un peu focus foot vu la fédération. Mais autrement, on parlait sport de manière générale. Bien sûr. Tu voulais rebondir peut-être, Thomas ? Oui, je disais que quand même, malgré tout le mal que fait les en avant, comme pour les Jeux paralympiques ou les Jeux olympiques, les réseaux sociaux ont vraiment permis à ces jeux-là d'avoir beaucoup plus de notoriété qu'avant. Je pense qu'il y a un peu d'inconnu vis-à-vis du grand public de ce genre de sport, mais je veux dire, quand on voit les sourds et muets jouer au foot, c'est extraordinaire. Oui, ça, c'est vrai. Les personnes aveugles aussi, c'est très impressionnant. Avec les cloches dans les ballons. Voilà, exactement. Ça, c'est vraiment fou. Le sport est un vecteur d'inclusivité, indéniable. Au niveau ticketing aussi, c'est quelque chose qu'on réfléchit beaucoup, j'imagine. L'inclusion, même si vous n'êtes pas dans le club, c'est pas vous qui faites les stades au niveau de ticketteurs, mais tu gères ça comment aussi j'imagine que c'est une dimension à laquelle on fait attention. Bien sûr. Alors c'est vrai que c'est pas nous qui pilotons la stratégie, on va dire billetterie, ticketing d'un club ou d'une fédération. Par contre, on peut fournir des outils. Par exemple, on a réfléchi cette année à proposer la possibilité pour un organisateur de pouvoir donner des billets, en tout cas de se faire mécéner, sponsoriser par un grand sponsor qui achèterait des billets, qui les mettrait à disposition de publics défavorisés ou de publics qui sont éloignés du sport pour leur permettre de venir profiter justement des enceintes sportives, du spectacle et de rencontrer les joueurs. Et ça, je veux dire, c'est le rôle des startups de proposer des solutions. Ensuite, il faut vraiment qu'il y ait une politique derrière au niveau du club pour aller plus loin. On parlait un peu de cet aspect sécuritaire avec peut-être aussi un peu de racisme parfois sur le bord du terrain. Quand on voit aussi ce qui s'est passé dernièrement à Paris avec les matchs du PSG, etc. Comment les nouvelles technologies peuvent aussi permettre d'éviter tout ça ou en tout cas rendre l'espace plus sécurisé et venir dans un stade ou quel que soit le lieu sportif en sécurité. C'est vraiment, ça devient une question que les gens se posent avant d'aller voir un match c'est quand même malheureux. Ouais, c'est un vaste sujet. Je pense que là, on peut en parler. Je pense qu'il y a évidemment, encore une fois, toute une série de solutions technologiques qui existent aujourd'hui, qui aident beaucoup. Donc les organisateurs d'événements, les policiers, etc. Donc tout ce qui va toucher effectivement la reconnaissance vidéo pour effectivement mieux comprendre les déplacements des foules dans les stades, mieux éventuellement aussi identifier ce qu'on appelle les interdits de stade, ou en tout cas les gens qui normalement ne sont pas censés être dans un stade. Donc là, il y a effectivement beaucoup de solutions qui, de nouveau, technologiquement existent,
mais on se heurte un petit peu de nouveau là à protection de la vie privée, C'est etc. ça. Donc là, il y a un vrai enjeu aussi, et c'est un appel peut-être aussi pour les politiques, de oser avoir le courage de se dire, OK, là, on a des solutions qui existent, il faut peut-être un petit peu aussi oser faire évoluer un petit peu les choses sur cet aspect-là, hein, l'aspect réglementaire. Mais aussi sur tout ce qui est évidemment contrôle des tickets et vente des tickets, etc. Ben là, c'est sûr et certain que plus on va avoir une bonne compréhension de qui a acheté un ticket et donc quelle est la capacité aussi de partager avec les forces de l'ordre, avec les organisateurs, toutes ces données-là, on peut par exemple typiquement mieux se préparer. On a une start-up, par exemple, qui faisait aussi partie du programme qui s'appelle S-Good et qui travaille justement à ce que les tickets ne puissent pas être dupliqués, revendus, avoir vraiment une traçabilité et pour éviter aussi effectivement que les billets soient vendus 2 fois ou distribués à des personnes effectivement qui n'ont rien à faire là. Ouais. Tu entendais réagir? Oui, je reviens un peu sur le sujet de la reconnaissance faciale. Si on veut éliminer toutes les personnes à risque dans le stade, on utilise la reconnaissance faciale, c'est réglé. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à pouvoir l'implémenter comme en Chine? Je ne suis pas sûr. Et donc, il y a des solutions, mais voilà, Encore une fois, il y a un équilibre à trouver. Est-ce qu'on les veut vraiment? Voilà. C'est ça. Exactement. C'est peut-être aussi un peu ouvrir la boîte de Pandore, comme on dit. Mais voilà, faut trouver un équilibre, c'est comme dans tout. Eh bien, en tout cas, un tout grand merci. Voilà, notre talk touche déjà à sa fin. Merci pour cette discussion autour de la Sportec. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Moi, je voudrais quand même juste lancer un petit message. Si des passionnés et des développeurs de nouvelles technologies sont à l'écoute, le prochain appel à candidature start-up va être lancé par Sportec Belgium cet été. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre pour venir nous faire part de toutes vos bonnes idées. On sera ravis de découvrir tout ça. Un marché preneur, en tout cas, on l'entend, la Sportec en pleine évolution. Eh bien, merci à tous les 4 pour votre présence aujourd'hui. Merci aussi à vous de nous avoir suivis pendant cette émission et ce dernier talk en fait de la saison. Nous reviendrons à la rentrée avec toujours plus d'envie, plus de thématiques et pour plonger davantage dans le monde de la tech. Voilà, merci à tous et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bientôt.